Donc pour cette conférence d'Annick Leclerc, qui est organisée par l'association Tous pour la Syrie. Moi je suis le président de Tous pour la Syrie, donc je suis volontaire, pardon. Et avant de présenter introduire la présentation, je vais juste dire quelques mots rapides sur l'association. Donc c'est une association d'intérêt général, une commune d'intérêt général, qui a pour objet d'apporter son aide évidemment aux réfugiés syriens, qu'ils soient présents à Rennes ou dans ses environs, ou alors aussi en Syrie et aux alentours de la Syrie. Donc l'objet de nos actions, c'est d'aider essentiellement au quotidien des Syriens, à leur intégration sur Rennes, que ce soit les primo-arrivants ou ceux qui sont déjà installés, parce que très souvent c'est quand même assez difficile de décoder un petit peu le fonctionnement en France, comment tout ça se passe. Donc c'est l'accompagnement au quotidien sur les aspects administratifs, sur ce qui relève des soins, sur l'apprentissage de la langue, sur la recherche de logement. D'ailleurs, par rapport à ça, il y a un message clair à vous faire passer. Si vous connaissez des gens qui sont en capacité d'hébergement, quelquefois, parfois juste temporaire, ça peut être une semaine, un jour, on a toujours des demandes, et les demandes, notamment non satisfaites. Et en ce moment, une personne qui fait un stage dans un hôtel, dont l'hôtel ne l'héberge pas, donc qui cherche un hébergement. Et qui parle bien français. Voilà, donc c'est aussi aider les Syriens en Syrie et dans la périphérie de la Syrie, alors évidemment avec nos petits moyens, mais pour vous donner un exemple, on a construit une école en Jordanie, dans le camp d'Azraq, donc c'est essentiellement lié à l'enfance, nos actions en tout cas en périphérie de la Syrie, et une aire de jeu également à Azraq, et on soutient également un centre de loisirs dans la banlieue de Beyrouth au Liban, pour aider les enfants qui souvent ne sont pas scolarisés à avoir une activité culturelle, que ce soit de dessin, de théâtre, et les dessins que vous pouvez voir sur la table ici viennent justement de ce camp situé dans la banlieue de Beyrouth, et qui a donné lieu à une exposition sur Rennes il n'y a pas longtemps, une quarantaine de dessins qui sont absolument magnifiques, et donc je vous suggère un joli cadeau de Noël déjà en avance. Vous pourrez les voir tout à l'heure. Donc l'autre action, c'est aussi sensibiliser les Français, évidemment, c'est l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Et donc, je termine par rapport à TPLS, Tous pour la Syrie, en disant qu'on recherche évidemment des bénévoles, donc soit vous-même, soit si vous connaissez des gens potentiellement intéressés dans tous les domaines, que ce soit la communication, l'accompagnement quotidien. Surtout, n'hésitez pas à venir vers nous pour avoir des informations. Donc, notre invité aujourd'hui, c'est Annick Leclerc. Donc, je remercie vivement au nom de tous les bénévoles de Tous pour la Syrie, qui est professeur donc, honoraire au musée du Louvre, spécialiste des arts de l'islam, et donc après une carrière où elle a arpenté tous les pays du Moyen-Orient et plus particulièrement la Syrie, elle a voulu partager ses connaissances et faire découvrir ces pays à ses contemporains en organisant donc des voyages guidés sur place quand c'était encore possible. Et depuis 7 ans maintenant, c'est-à-dire 2 ans après le début du conflit en Syrie, des conférences dans toute la France. Les objectifs, c'est donc expliquer l'histoire du Moyen-Orient, c'est aider à comprendre la situation actuelle en Syrie. C'est une démarche qui vise aussi à soutenir les réfugiés syriens, puisque les recettes de toutes ces conférences sont données aux associations comme les nôtres. Et donc, les deux conférences du jour, ce sont les 124 et 125e. C'est dire si c'est des conférences qui sont suivies et de qualité et qui sont demandées. Et donc, vous avez constaté tous que l'entrée à cette conférence est gratuite. Mais ce que l'on attend bien évidemment de tout le monde, en tout cas de ceux qui en ont les moyens, c'est de participer à cet effort collectif de soutien aux bénévoles, soit à la sortie de cette conférence en achetant éventuellement des produits qui sont ici, soit en faisant des dons. Voilà, c'est vraiment, on insiste là-dessus, parce que sans ces dons-là, nos actions sont limitées. Voilà, donc... Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, il y a également la possibilité de participer à un déjeuner, parce qu'il y a la conférence qui commence à 10h30 et puis celle de 14h30, et entre les deux, il y a un déjeuner à la Maison internationale de Rennes, et en fonction des places disponibles. Donc, déjeuner, c'est 10 € si vous voulez discuter avec Annick, avec les bénévoles, vous êtes les bienvenus. Donc, on a eu le plaisir d'accueillir Annick déjà à 2 reprises. Il y a 3 ans pour la conférence qui s'intitulait La Syrie de l'Antiquité au début du XXIe siècle, et l'année dernière, c'est une conférence sur Palmyre, Cité de la reine Zénobie, heurts et malheurs. Donc aujourd'hui, c'est les accords de Sykes-Picot,
et la naissance des nouvelles frontières au Proche-Orient. On va donc remonter le temps d'un siècle à peu près et s'intéresser plus particulièrement à la période 1915-1923 en insistant sur les relations franco-britanniques de l'époque et leur impact sur tous les pays en devenir, donc issus de la désintégration de l'Empire ottoman. Voilà, donc on est parti pour 1h20 à peu près de présentation et ensuite il y aura évidemment la possibilité de poser des questions. Voilà, je vous passe le micro. Merci. Alors, vous vous accrochez quand même, hein, parce que c'est l'histoire pure cette fois-ci. Les deux conférences d'avant, c'était histoire de l'art, avec de l'histoire avec un grand H, mais là, c'est histoire avec un grand H et basta. Hein, pas d'objet, pas de choses comme ça. Alors, je rappelle donc la Syrie est au cœur, alors, les frontières, globalement, sont celles-ci, hein, est au cœur d'une région qui est très stratégique, puisque c'est un carrefour, et de tout temps, entre le nord et le sud, l'est et l'ouest, et vice-versa, il y a eu des mouvements, des invasions, etc. Alors, pour le sujet qui nous concerne, je voudrais déjà faire un rappel de 3 étapes, je dirais, d'interférence entre l'Occident et le Proche-Orient, des interférences qui ont encore aujourd'hui des implications. Alors, d'abord les croisades au XIIe, XIIIe siècle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en particulier les djihadistes, font référence à ces croisades et appellent les gens de la coalition internationale, par exemple, des croisés. Donc ça a vraiment marqué les esprits, cette arrivée dans le Proche-Orient, au XIIe, XIIIe siècle, des croisés. La deuxième étape, c'est les capitulations, on va en reparler. Et la troisième, justement, c'est au XIXe siècle, les rivalités, en particulier des Français et des Britanniques, au Proche-Orient. Alors, les croisades, rappelons donc cette installation des croisés en plusieurs royaumes et comtés, qui a divisé le Proche-Orient et la Syrie en particulier, donc la Syrie ici. Hein. Et puis, l'histoire des capitulations, qui est un traité au départ entre François Ier et Soliman le Magnifique, donc nous sommes au XVIe siècle, évidemment par ambassadeur interposé, et ce traité qu'on appelle le traité des capitulations, en fait, va donner aux Français une préférence, je dirais, dans les échanges commerciaux et une facilité pour les commerçants français à aller à l'intérieur du monde ottoman, puisque c'est l'époque de l'Empire ottoman, si bien que les Français vont être privilégiés par rapport à d'autres commerçants occidentaux qui, par la suite, arriveront aussi à avoir ces taux préférentiels, je dirais. Donc il y aura les Italiens, il y aura les Hollandais, etc., jusqu'au XIXe siècle, où le dernier traité de capitulation sera signé avec les Américains. Donc l'Occident va obtenir comme ça des tarifs préférentiels, des taxes qui seront vraiment très, très abaissées, et également les Occidentaux vont en profiter, je dirais, pour avoir un regard sur les chrétientés d'Orient. Ils vont se dire les protecteurs des chrétiens d'Orient. Alors, il faut voir aussi que dans leur commerce, les Occidentaux ont favorisé les chrétiens par rapport aux commerçants musulmans. Et ça, finalement, quand une partie de la population est nettement favorisée par rapport à une autre, surtout lorsqu'elle est minoritaire, il est évident que dans les périodes où il y aura des problèmes économiques en particulier, ce sont les minorités qui en prennent plein la figure.
Donc c'est une arme à double tranchant vis-à-vis des chrétiens d'Orient. Alors voici un des traités de capitulation qui était sans arrêt remis au goût du jour lorsqu'un souverain mourait. Après ce liman magnifique, ça a été son fils Sélim. Et ici, nous sommes lors d'un renouvellement des capitulations à l'époque du sultan Sélim. Hein, vous voyez, par le grand turc sultan Sélim, fils du sultan Soliman. Et au XIXe siècle, comme je disais, la troisième étape, ça va être la rivalité entre les Français et les Britanniques pour la conquête, je dirais, même si ce n'est pas tout à fait une conquête avec installation de troupes armées, mais au moins, toute cette partie-là, l'Égypte avec la mer Rouge et le Proche-Orient avec le passage possible vers le golfe arabo-persique. Et ça, c'était très important pour les Britanniques qui avaient, au début du XIXe siècle, pas encore l'Inde dans leur empire britannique, mais déjà la Compagnie des Indes, il y a eu plusieurs compagnies des Indes, c'est-à-dire il y a eu une compagnie hollandaise, anglaise, française, etc. Mais la Compagnie des Indes britanniques, donc en Inde, était particulièrement active et a préparé la possibilité au gouvernement britannique, à un moment donné, d'avoir le pouvoir politique en Inde. C'était vers le milieu du XIXe siècle, et à partir de là, il était important pour les Britanniques d'avoir un passage le plus facile et le plus rapide possible, et donc cette partie du monde était très importante, car pour les bateaux anglais, s'il fallait passer par le Cap, évidemment, ça rallongeait énormément. À partir du moment, en plus, où le canal de Suez a été creusé, c'était extrêmement important pour les Britanniques de s'installer ici, en Égypte, mais également d'avoir un pied, je dirais, au Proche-Orient, parce que le transfert jusqu'au golfe arabo-persique n'est pas si lointain, et donc ça pouvait faire une deuxième solution pour atteindre les Indes. Évidemment, comme nous sommes à une période de grande rivalité entre les Français et les Britanniques, les Français vont chercher la même chose. Je rappelle d'ailleurs que dans les Indes, on appelait les Indes à l'époque, il y avait quand même le comptoir français. Donc nous avons ici en rouge l'itinéraire de l'armée de Bonaparte, puisque c'était encore Bonaparte, il avait son nom de jeune fille, si je puis dire, qui va arriver en Égypte. On connaît l'expédition d'Égypte, mais les Britanniques vont vite lui emboîter le pas et chasser les Français. Les Français auront même, l'armée de Bonaparte aura je veux dire, le temps d'aller jusqu'à Saint-Jean-d'Acre, mais ils seront battus par les Britanniques et devront refluer. Et au XIXe siècle, toujours au XIXe siècle, donc plus en avant dans le siècle, il va y avoir ce que l'on appelle le grand jeu. Et le grand jeu, c'est également entre les grandes puissances colonisatrices de l'époque, donc à partir des années 1930, 40, 50, il va y avoir trois grandes puissances colonisatrices, alors les Britanniques, les Français et les Russes. Les Russes qui vont essayer d'arriver à travers la mer Noire en Méditerranée, et qui vont avoir un jeu d'influence important dans les Balkans, mais également ces Russes qui vont aller dans le Caucase et en Asie centrale et qui veulent aller jusqu'en les Indes britanniques. Hein. Ils menacent énormément les Anglais. Et donc voilà. À l'époque de Napoléon, maintenant ça y est, c'est Napoléon qui est au pouvoir,
Ici, nous avons un tableau qui représente, lorsqu'il est en Pologne, l'arrivée d'une délégation iranienne pour demander à Napoléon son aide contre les agissements des Britanniques sur leur sol. Vous voyez qu'il y a vraiment quelque chose qui se trame dans tout ce Proche et Moyen-Orient. Merci. Et donc, on a ces flèches qui nous montrent les agissements à travers la Méditerranée de ces trois puissances. Alors, vers la fin de l'année, vers la fin du XIXe siècle, l'Empire ottoman, on dit que c'est l'homme malade de l'Europe. Effectivement, il y a des gros problèmes, je dirais, des problèmes de modernisation de l'administration, de l'armée, et le sultan ottoman va accepter, sous la pression, de faire une constitution. Hein. Donc ça va être une sorte de monarchie constitutionnelle, alors que jusqu'alors c'était un pouvoir tout à fait autocratique. Donc il va y avoir une constitution qui ne durera pas très très longtemps. En 1876, ça ne durera pas très longtemps, ce sera finalement arrêté très vite par le sultan lui-même, mais sous la pression de ceux que l'on va appeler les jeunes Turcs, cette constitution va être remise au goût du jour, et en 1895, donc, elle renaît, cette constitution, et ici nous sommes devant une carte postale qui montre la Turquie sous forme d'une femme, libérée de ses chaînes, vous voyez que les chaînes ont été coupées, et au-dessus plane une sorte d'entité ailée qui déploie une banderole avec la devise de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité, qui est écrite également en turc et en grec. Hein, liberté, égalité, fraternité. Voilà. Le turc s'écrivait avec des lettres arabes, mais en fait c'est du turc qui est écrit ici. Et sur la gauche de la carte postale, vous avez des groupes avec des drapeaux qui montrent les différents groupes de l'Empire ottoman, qui sont soit des groupes musulmans, la majorité bien sûr, ou des groupes chrétiens ou juifs, qui forment ce que l'on appelle les millettes. Alors les millettes, ce sont donc des groupes différents qui sont reconnus comme tels par la puissance ottomane, et qui vont faire que ces groupes auront leur juridiction particulière, donc une certaine autonomie, on va dire, en particulier les minorités, qui auront le droit d'avoir leur propre droit de la famille, par exemple, et leurs propres tribunaux. Donc on appelle ces groupes les millettes, et au cours du XIXe siècle, les Occidentaux feront tout pour être le protecteur des millettes chrétiens, par exemple. Alors, en 1914, à l'entrée de la guerre, voilà l'étendue de l'Empire ottoman qui s'est très nettement rétrécie, puisque juste avant, les Balkans vont lui échapper. L'Égypte, théoriquement, mais vraiment très théoriquement, fait partie de l'Empire ottoman, mais dans les faits, appartient aux Anglais. Les Anglais qui se sont établis sur Beyrouth, également en Somalie, également au Koweït et à Oman et en Hadramaout. Donc ça toujours dans un esprit d'avoir la voie libre vers les Indes. Mais également avant la Première Guerre mondiale, on a les Italiens qui s'établissent en Érythrée, en Somalie également, et puis
les Français qui vont bien sûr venir très vite. Ah oui, les Italiens sont en Libye également. Alors, les premiers temps de la guerre, donc il va y avoir l'entrée de la guerre de l'Empire ottoman qui va emboîter le pas aux Allemands. L'appel au djihad, et vous verrez qui appelle au djihad, ce ne sont pas les musulmans, mais ce sont les Allemands. Et au printemps 1915, les Dardanelles, le génocide arménien et la correspondance secrète entre les Anglais et les Arabes de la péninsule arabique qui vont mener au fameux accord Saïx-Picot. Alors, voici la déclaration de guerre de Guillaume II qui déclare la guerre donc, le 31 juillet 1914. Et il faut se rappeler qu'en face de lui, il y avait la triple entente entre les Britanniques, les Français et les Russes. Et dès lors que l'un d'eux va être menacé par ceux qui sont en face, les Allemands en particulier, les deux autres vont devoir, par le jeu des alliances, soutenir celui qui a été menacé de guerre. Ça va être une partie de domino, si vous voulez, et en fait, on va se trouver dans un engrenage qui va lier les Français, les Britanniques et les Russes contre l'agresseur allemand. Et les Français, je dirais, la partie belliqueuse des Français va tout de suite rentrer dans ce jeu-là et faire en sorte de faire une information ou une désinformation pour préparer les mentalités à la guerre. Par exemple, le petit dauphinois déclare que la guerre est déclarée par les Allemands et les hostilités ont commencé. Les Allemands ont fusillé M. Samin, ancien président du Souvenir français de Metz. Le Souvenir français avait été fondé après la guerre de 1870, d'accord ? Et M. Samin à Metz, qui en était le représentant, a, selon le petit dauphinois, été fusillé par les Allemands, juste après la déclaration de guerre. Or, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. M. Samin n'a jamais été fusillé par les Allemands. Et de même qu'on va clouer le bec, je dirais, à notre journaliste fameux, Jaurès, hein, pour que la guerre ait lieu. Donc, voilà, il y a un parti pro-guerre qui est très important en France, et la guerre va être déclarée. Alors, en France, nous avons la conscription militaire. Tous les jeunes doivent faire leur service militaire. Il y en a qui peuvent échapper en donnant de l'argent, mais il y a cette conscription militaire qui va pouvoir mobiliser rapidement quand même des centaines de milliers de jeunes. Par contre, en Grande-Bretagne, il n'y a pas de conscription militaire. Il y a juste une petite armée officielle, mais c'est tout. Donc les Britanniques se trouvent au pied du mur sans véritablement d'armée. Le ministre des Affaires militaires, qui s'appelle Lord Kitchener, va donc appeler à la mobilisation de volontaires, et nous avons cette affiche qui va être en fait qui va préfigurer l'affiche que tout le monde connaît avec Oncle Sam qui pointe du doigt. Mais, donc la première affiche comme cela a été celle des Britanniques avec la figure de Lord Kitchener qui dit « Le pays a besoin de vous, venez rejoindre notre armée ». Et la campagne va être terriblement efficace puisqu'il va y avoir environ 2 millions de jeunes de tout l'Empire, jusqu'en Australie par exemple, hein, jusqu'en Nouvelle-Zélande plus exactement, et Australie, qui va rejoindre l'armée britannique. Alors j'insiste sur le fait que tous ces jeunes de l'hémisphère sud, pour venir rejoindre l'armée britannique, vont passer
forcément par le Proche-Orient. Si bien qu'une partie de cette jeunesse va être laissée au Proche-Orient et que pendant toute la Première Guerre mondiale, les Britanniques auront beaucoup plus de troupes que les Français, par exemple, au Proche-Orient. C'est important de le savoir, et d'autant que les Français, sur leur propre sol, vont être beaucoup plus impactés par la guerre que les Britanniques. La guerre ne va pas se passer en Grande-Bretagne, tandis que sur le front français, nous allons être très impactés. Si bien que les troupes françaises vont être essentiellement sur le continent européen et beaucoup moins sur le Proche-Orient. Les Ottomans, eux, vont prendre fait et cause pour l'Allemagne. Alors, ils vont prendre le parti de l'Allemagne, et on voit ici le ministre de l'armée ottomane qui discute avec un général allemand. Les Allemands vont énormément soutenir donc les Ottomans au Proche-Orient. Et ici, nous voyons des officiers de l'armée allemande prendre des cours de turc, je rappelle encore qu'ils s'écrivaient avec des caractères arabes, des cours de turc pour pouvoir mieux, bien sûr, se faire entendre des bataillons turcs dont ils vont prendre souvent la tête. Ici, et je vous ai dit qu'il allait y avoir un appel au djihad. Pourquoi ? Parce que les Allemands n'ont pas beaucoup de colonies, eux. Par contre, les plus grandes puissances colonisatrices sont les Britanniques et les Français. Or, dans ces deux empires coloniaux, il y a des millions de musulmans. Il y en a à peu près 90 millions en Inde, mais il y en a aussi au Pakistan, etc. Enfin bref, qui n'est pas encore le Pakistan. Pardon. Il y en a en Égypte aussi, hein, que gouvernent les Anglais. Et en France, le Maghreb est musulman. Donc les Allemands se disent, s'il y a un appel au djihad, évidemment, les troupes britanniques et françaises vont être mises à mal. Donc ce sont les Allemands qui pensent à titiller le calife ottoman pour lui dire qu'il faut absolument faire un appel au djihad. Et donc là, c'est un journal allemand qui déclare que la Turquie et l'Allemagne, c'est même combat, et c'est un appel au djihad. Alors, l'appel au djihad a été lancé, mais il faut dire qu'il a reçu très peu d'écho parmi les régions musulmanes. Cela dit, ça a donné des sueurs froides aux Anglais et les Français qui ont cru qu'il pouvait se déclencher des choses contre eux au Proche-Orient. Donc, en janvier 1915, voilà les fronts principaux, hein, Allemagne-France, Allemagne-Russie, et Allemagne-Russie aussi ici. Également dans les Balkans, il y a des bagarres, mais également, il y a la question des détroits. Parce que les Russes voudraient faire passer une partie de leur flotte en Méditerranée, et les détroits sont sous contrôle ottoman. Donc il va y avoir de la part des Français et des Britanniques la bataille des Dardanelles. Hein. Ils vont se concentrer, ils vont envoyer des troupes aux Dardanelles, qui est ce détroit-là, et les batailles vont être absolument très très mortelles, surtout pour les alliés franco-britanniques. Et d'ailleurs, un des généraux qui se distingueront dans cette bataille des Dardanelles, un des héros turcs, va être le futur Kemal Atatürk. Alors, donc, il y a cette bataille des Dardanelles qui va virer au cauchemar pour les Franco-Britanniques, et les Turcs, c'est encore l'Empire ottoman, mais le gouvernement est
à sa tête les jeunes Turcs, ce que l'on appelle les jeunes Turcs, qui ont été nourris, je dirais, au lait de la Révolution française, qui ont un fort, qui sont très influencés par les idées de la Révolution française, mais qui sont aussi très nationalistes. Et ce nationalisme qui va être exacerbé par la guerre fait qu'ils vont être même, je dirais, on va dire racistes entre guillemets, en tout cas très opposés à leur minorité, en particulier donc les Arméniens. Il faut dire aussi que les Russes avaient beaucoup travaillé les Arméniens. Certains Arméniens ont rejoint les Russes dans leur lutte contre les Ottomans. Et donc, les Arméniens qui se trouvent dans toute cette partie-là, en fait, de la Turquie d'Asie, vont être massacrés. Ils vont être chassés de là où ils habitent. Certains vont faire des milliers de kilomètres à pied, mais d'autres n'en auront même pas le loisir, puisqu'ils seront massacrés sur place. Ça, c'est une conséquence vraiment directe de la bataille des Dardanelles, de cette arrivée des Franco-Britanniques sur le sol même de l'Empire ottoman. Alors, voici la lettre qui va être télégraphiée un peu dans toutes les provinces de l'Anatolie par le ministère de l'Intérieur qui enjoint les autorités locales à chasser les Arméniens. Alors, selon les sources, les chiffres des massacres ne sont pas les mêmes. Selon les côtés turcs, il y aurait eu 800 000 morts. Selon les Arméniens, 1 500 000. Je dirais, peu importe à cette échelle-là, c'est absolument épouvantable. Hommes, femmes, enfants. Et ce que l'on oublie un petit peu lorsqu'il y a des massacres, c'est qu'il y a aussi des personnes qui vont être soumises en esclavage, en particulier les femmes qui vont être prises comme femmes, voilà, on va les violer ou on va les faire entrer comme une seconde épouse de leur famille et les convertir de force. Si bien qu'un grand nombre d'entre elles n'en parleront jamais à leurs descendants, les enfants qu'elles auront de ces unions obligatoires, et que la parole ne commencera véritablement à se savoir qu'il y a 10-15 ans. Il y a justement une descendante de ces Arméniennes-là qui l'a su très très tardivement et qui a écrit le premier bouquin sur ce sujet. Alors, les Britanniques ont donc l'idée, pour se faciliter leurs attaques au Proche-Orient contre l'armée ottomane, ils ont l'idée de mettre les Arabes de la péninsule arabique avec eux. Et donc, à la Mecque, il y avait un chef qui était tributaire, je dirais, de l'Empire ottoman, qui était assez opposé aux Ottomans, justement à cause de ce gouvernement de jeunes Turcs, dont les esprits très avancés, en rapport avec la Révolution française, encore une fois, lui faisaient peur, lui qui était dit-il, le descendant de Mahomet, qui a une valeur religieuse à mettre en avant plutôt des valeurs laïques, évidemment, et qui en plus voyait d'un très mauvais œil l'arrivée du chemin de fer qui commençait à descendre vers le sud depuis Istanbul, ce chemin de fer qui bien sûr allait mettre un arrêt total à l'autonomie très, très avancée de cette région que l'on appelle le Hejaz en Arabie. Donc les Britanniques ont l'idée de faire adhérer à leur projet les Arabes en disant vous êtes
colonisé finalement par les Turcs dans cet empire ottoman. Vous n'avez pas à faire partie de cet empire ottoman et on va vous aider à vous en libérer. Alors, ici, vous avez la photo de Mark Sykes, le fameux Sykes des accords, Sykes-Picot. Il a un peu plus d'une trentaine d'années et c'est un officier de l'armée britannique qui connaît bien le Proche-Orient, qui est en Égypte sous le gouvernement britannique et qui va dire au gouverneur britannique de l'Égypte son idée, justement, de se mettre en correspondance avec le shérif Hussein, qui est à la Mecque, pour que, justement, les deux armées, les deux groupes, se mettent ensemble contre les Ottomans. Le gouverneur, qui s'appelle MacMahon, le gouverneur britannique de l'Égypte, le voilà, et ce gouverneur va donc commencer à prendre langue avec le shérif Hussein de la Mecque. Il va avoir aussi comme conseiller, je dirais, dans cette affaire, le célèbre Lawrence d'Arabie, que voici. Lawrence qui a été, au départ, un archéologue qui a fouillé au Proche-Orient, donc qui parle arabe, donc qui connaît très bien les us et coutumes des Arabes, et qui va, au début de la guerre, entrer dans l'armée britannique, et qui va être une sorte il va faire partie des renseignements de l'armée britannique, et il va les conseiller. Voici, de l'autre côté, donc, à la Mecque, le shérif Hussein, qui, je vous l'ai dit, était contre l'idée de gouvernance des jeunes Turcs et qui avait été pris comme otage à Istanbul pendant presque une vingtaine d'années. Donc, il a vécu à Istanbul. Ses fils, il a 3 fils, ont vécu à Istanbul toute leur jeunesse et leur adolescence. Ce ne sont pas des Bédouins incultes. Ses fils parlent des langues étrangères. L'aîné parle l'anglais, par exemple, et le persan. Le deuxième, qui va être très impliqué dans cette guerre avec les Anglais, qui s'appelle Faisal, il parle français, mais pas anglais par contre, etc. Donc, le shérif Hussein de la Mecque, après avoir assez longtemps, pendant 6 mois on va dire, correspondu avec MacMahon en Égypte, va dire, écoutez, moi je veux bien me mettre avec vous, mais il faut absolument que j'ai tout le Proche-Orient arabe une fois que ça aura été évacué. Donc voilà, moi, tout ce que je veux. Et les Britanniques, ça les arrange pas d'avoir tout, parce qu'ils veulent absolument que cette bande soit accessible à leurs troupes éventuellement, et même, ils en ont déjà l'idée, pouvoir traverser pour aller au golfe arabo-persique. Alors, ils savent aussi que les Français ne lâcheront pas le morceau et voudront eux-mêmes une bande au moins le long de la Méditerranée. Donc, la réponse au shérif Hussein dit « Bon, vous aurez tout ça, mais pas la bande côtière, parce que ce ne sont pas des vrais Arabes. Ce sont des effendis, c'est-à-dire des gens qui sont allés aux écoles, qui commercent et tout ça. Ce ne sont pas des nomades, alors ce ne sont pas vraiment des Arabes. » Alors, shérif Hussein ne comprend pas, mais les Britanniques sont tellement sûrs de ce qu'ils disent que, bon, allez, d'accord, on va dire ça. Alors, il va y avoir donc en secret, en 1916, les Français et les Britanniques qui vont essayer de se partager le Proche-Orient de manière à ce que, dès la fin de la guerre, on sache déjà à qui va revenir telle ou telle région. Donc nous avons Mark Sykes d'un côté et Henri-Georges Picot de l'autre, qui est lui aussi, qui a fait partie de l'armée, qui a été aussi
envoyé à Beyrouth, qui connaît un peu le Proche-Orient également. Et ce sont ces deux-là, mais bien entendu, avec l'aval de chacun de leur gouvernement, hein, des ministères des Affaires étrangères, qui vont faire des découpes sur la carte du Proche-Orient. Voilà ce que ça va donner. Alors, en bleu, qui montre vraiment dans la Turquie, vous avez quelque chose qui va être dévolu aux Français avec un pouvoir direct sur cette région-là, c'est-à-dire le long de la bande côtière Méditerranée à partir au nord de Haïfa, si vous voulez, et puis tout ce qui est la Cilicie et une partie de l'Anatolie. Voilà. La deuxième zone marquée A, ça va être également aux Français, mais là en pouvoir, je dirais, indirect. C'est-à-dire que ce seront les Arabes qui se gouverneront, mais avec une mainmise sur les Français qui leur conseilleront la politique à suivre. Pour les Britanniques, il y aura cette partie en rose qui sera en pouvoir direct et la partie B en pouvoir indirect. Les Britanniques auraient bien voulu avoir cette partie de la Palestine à eux tout seuls. Les Français sont totalement opposés et disent que la Palestine sera sous un statut international. Et ça, ils ne veulent pas y déroger. Donc les Britanniques disent « Ok, ce sera international ». Donc nous sommes en 1916, hein, et c'est secret. Et à la base de la carte que vous venez de voir, il y a les deux signatures, François-Georges Picot et Mark Sykes, et je vous fais remarquer que Mark Sykes a signé au crayon. On ne sait jamais, ça peut toujours servir. Alors, par la suite, les Italiens et les Russes veulent aussi une part du gâteau. Donc, il va y avoir un traité à Saint-Jean-de-Maurienne qui va donner aux Russes cette partie en jaune et aux Italiens cette partie en vert. Tout ça reste secret, évidemment. Alors, puisque l'accord a été passé entre les Britanniques et les Arabes du Hedjaz, hein, du shérif Hussein, voici donc les armées britannico-arabes qui se mettent en route vers le nord pour chasser de plus en plus les troupes ottomanes. Donc ici, nous sommes encore en Arabie, et il va y avoir des détachements français, militaires, quoique en moindre quantité, hein, comme je vous ai dit, mais il fallait bien que les Français soient présents, sinon, à la fin de la guerre, ils ne seraient pas crédibles pour réclamer une partie du Proche-Orient, naturellement. Donc ici, nous avons des troupes françaises qui ont installé ici un écran de cinéma, car les Français ont envoyé des cinéastes de pâté Beaumont pour faire des actualités, pour montrer, en particulier au Maghreb, aux séances d'actualité au cinéma, pour montrer aux musulmans du Maghreb combien les Français travaillaient pour eux, pour délivrer du joug ottoman les régions où sont les lieux saints de l'islam, la Mecque et Médine. Alors, 1917, ça va être une année charnière, puisqu'il va y avoir l'entrée en guerre des États-Unis, le retrait, par contre, des Russes de la guerre, la déclaration de Balfour et l'avancée des troupes britanniques au Proche-Orient. Pourquoi les Américains entrent en guerre? Eh bien, parce que les Allemands vont faire un blocus des côtes françaises, britanniques, avec des sous-marins. Et pour que ce blocus soit efficace, il faut vraiment que ces sous-marins attaquent tout navire qui risque d'aborder. Alors, non seulement des navires français et britanniques, mais même, par exemple, des navires américains
dont le gouvernement n'est pas entré dans la guerre. Donc, au bout du 6e, je crois, navire américain qui va être démoli par les sous-marins allemands, Wilson, qui était à l'époque, bien sûr, le président des États-Unis, alors que les États-Unis, alors qu'il avait dit aux États-Unis que les États-Unis n'entreraient pas en guerre, il se trouve acculé, obligé d'entrer dans la guerre. Il va donc faire un discours au Congrès pour avoir l'aval qu'il va donc recueillir, et les États-Unis entrent en guerre. La même année, il va y avoir la révolution, ce qu'on appelle la révolution d'octobre, qui en fait s'est passée au novembre, parce que le calendrier russe n'était pas le même, enfin bref. Dans un premier temps, les Russes vont continuer à être en guerre jusqu'au moment où justement cette révolution d'octobre qui va durcir la première révolution russe qui avait eu lieu quelques mois avant, avec Lénine, va décréter que les armées russes se retirent de la guerre. Même si c'est à leur dépens, je dirais, évidemment, puisque ce sont eux qui se retirent et qui vont le faire dans de mauvaises conditions, ça va être le traité de Brest-Litovsk, mais en tout cas, les Allemands vont être soulagés du côté est, du côté de ces troupes. La même année, en 1917, toujours, il va y avoir la fameuse déclaration Balfour. C'est-à-dire que Balfour, dans le gouvernement britannique, va accorder aux Juifs sionistes la possibilité de fonder en Palestine des foyers juifs. Alors il faut quand même se souvenir que les Juifs avaient subi et subissaient encore en Europe centrale et orientale des pogroms terribles. Et un des Juifs qui venait d'arriver en Grande-Bretagne et de se faire naturaliser britannique, j'ai nommé Weizmann, qui est un sioniste très, très activiste, va faire du lobbying, on va dire, auprès du gouvernement anglais, qui va donc accepter d'autoriser en Palestine ces foyers juifs. La Palestine, qui n'appartenait pas du tout aux Britanniques. Les Britanniques commençaient à faire comme en pays conquis. Alors, pourquoi acceptent-ils ? Eh bien, parce qu'aux États-Unis, les Juifs ont énormément de pouvoir. Et les Britanniques pensent qu'avec le lobbying des Juifs aux États-Unis, les Américains seront plus actifs encore dans la guerre dans laquelle ils se sont mis. Et toujours dans cette année 1917, les armées britanniques vont faire des avancées très importantes. Ici, par exemple, à Bagdad, en Irak, et là, à la fin de l'année 1917, à Jérusalem. C'est le fameux général Al-Nubi qui entre à Jérusalem, qui s'était fixé un objectif, c'est d'entrer à Jérusalem pour Noël. Noël est très important pour les Britanniques qui sont anglicans, comme vous le savez, qui sont encore plus proches de la Bible que les catholiques, par exemple, et c'était un cadeau fait à la population britannique, je dirais. Et donc, en 1917, voici les Britanniques à Jérusalem. Alors, la fin de la guerre va se terminer par les faits accomplis et les traités. En 1918, il va y avoir un armistice entre les Britanniques et les Turcs ottomans sur la question de l'avancée des Britanniques en Irak. Cet armistice va être signé à Moudros, qui est en Grèce, voilà. Et dans la foulée, le général Al-Nubi, justement, va diviser le Proche-Orient en circonscriptions militaires.
Puis il y aura en 1919 le traité de Versailles, en 1920 le traité de Sèvres, en 1923 le dernier traité qui va entériner les frontières, qui est le traité de Lausanne. Alors, en 1918, donc avec l'aide des Britanniques, le prince Faisal, le deuxième fils du shérif Hussein, entre dans Damas, puis dans Alep. Il était accueilli par les Arabes de la Syrie comme un libérateur. Pendant ce temps-là, les Britanniques continuent leur avancée en Irak, leur avancée vers le nord, et les voici qui arrivent à 60 km au sud de Mossoul, la région pétrolifère, dont on sait déjà qu'elle est prometteuse en pétrole. Il n'y a pas encore de puits de pétrole, mais on sait qu'il doit y avoir des réserves. Donc, les voici qui arrivent à 60 km au sud de Mossoul, et les Ottomans sont très ennuyés parce qu'ils veulent absolument que s'arrête l'avancée, et ils vont accepter ce fameux armistice de Mudros. Avec une armistice, normalement, l'armée britannique est gelée à l'endroit où elle est arrivée. Or, les Britanniques vont ne pas tenir compte de ce traité. Ils continueront leur progression vers le nord, et ils auront les champs pétrolifères par la suite. Voilà. Alors, je vous ai dit que Allenby, le général qui arrive à Jérusalem, va diviser en plusieurs circonscriptions militaires cette région-là, si bien que les Français n'auront pas leur mot à dire dans la gouvernance, je dirais, de la région, tant qu'elle est considérée comme zone militaire. Et d'ailleurs, il y a toute une partie de Britanniques qui s'oppose fermement à ce que les Français aient quoi que ce soit, malgré les accords secrets. Alors, les Britanniques forcent le prince Faisal, qui est ici, à signer une entente avec Weizmann, donc le sioniste qui veut des implantations assez importantes en Palestine. On le force à signer une sorte de traité, si vous voulez, qui est écrit en anglais. Or, je le redis, Faisal ne parle pas anglais, il le parle mal. Son frère aîné le parle, mais pas lui. Et alors, Laurence d'Arabie lui fait la traduction, mais ce n'est pas la première fois que Laurence d'Arabie traduit de manière très ambiguë. Alors, d'une part, d'un côté, Laurence d'Arabie a soutenu les Arabes, mais il est plus pro-britannique que pro-arabe quand même. Et Laurence d'Arabie sera malade lorsqu'il verra que finalement les Arabes qui se sont battus n'auront rien du Proche-Orient, pratiquement. Mais il n'empêche qu'il est très ambigu et qu'il favorise quand même les Britanniques par rapport aux Arabes. Donc, il lui fait une traduction pas très exacte de ce qu'il a signé, et Faisal, qui se méfie malgré tout, va ajouter en arabe, à la fin de ce traité, quelques lignes en arabe pour dire voilà ce que j'ai compris moi, et voilà ce que je signe. Alors, Laurence d'Arabie voulait pratiquement ne rien accorder aux Français, il y avait juste cette bande-là et cette bande-là. Par contre, les Britanniques voyaient tout ça, et ils voyaient très bien que Faisal aurait eu toute cette partie-là, le frère cadet de Faisal aurait eu cela, et Abdallah, le frère aîné, aurait eu tout l'Irak. Alors, il va y avoir les discussions qui vont mener au traité de Versailles, avec des délégations
de groupes régionaux ou minoritaires qui vont venir discuter en disant nous, on voudrait, on réclame telle partie du territoire. Mais ceux qui auront vraiment le grand, enfin qui discuteront pratiquement chaque jour, ça va être les quatre grands de l'époque, c'est-à-dire Clemenceau, Wilson, Lloyd George pour la Grande-Bretagne et Orlando, l'Italie. Hein. Je vais vous montrer quand même quelques délégations qui viendront. Enfin, la délégation arabe avec Faisal, aidé de Laurence d'Arabie par exemple. Hein. Il y a aussi un capitaine français, Pisani, qui viendra soutenir la délégation arabe. Il y aura une délégation arménienne, une délégation kurde, etc. Les Arméniens voudraient une grande Arménie, ils voudraient tout ça, par exemple. Bon, c'est un peu trop ambitieux, mais ils réclament quand même une partie de l'Empire ottoman. Les Kurdes demandent la partie en jaune, par exemple. Mais cette partie en jaune recouvre partiellement l'Arménie. En fait, ils sont imbriqués, ils vivent dans les mêmes régions, hein, en grande partie. Quant aux Libanais, plus exactement aux Maronites, puisque un des groupements sous son entité religieuse reconnue par l'Empire ottoman était ce qu'on appelle le Petit Liban, c'est-à-dire la montagne libanaise où vivaient principalement des chrétiens maronites. Ce Petit Liban, les maronites, s'y trouvent un peu étroit car il manque de terres cultivables et ils vont réclamer la plaine de la Béka, qui est ici, et même plus encore au sud. Ils réclament ça. Quant à Weizmann, il va réclamer toute cette partie-là jusqu'à une ligne qui passe par Amman, Amman qui est aujourd'hui la capitale de la Jordanie. Donc plein de plaines Jourdain, avec toute la mer Morte, etc. Voilà ce que réclame Weizmann, et une grande partie de ce qui est aujourd'hui le sud du Liban. Alors voici le traité de Versailles, qui n'a pas du tout défini encore les frontières. Hein. Il s'agit de discussions qui amènent à un autre traité par la suite. Alors, l'émir Faisal va revenir au Proche-Orient après ces discussions-là. Il est accueilli ici au Liban et il s'agit de voir avec les populations locales, avec leurs élites, ce qui va être demandé, confirmé dans les demandes au niveau des frontières. Des Américains, une commission américaine, indépendante, on va dire, va venir au Proche-Orient pour interroger les élites des différentes régions pour savoir ce qu'ils veulent. Alors, ces Américains, qui s'appellent King et Crane, vont rester plusieurs mois au Proche-Orient et ce sont des Américains qui sont très proches des missionnaires américains qui sont au Liban. Ces missionnaires évangéliques sont très opposés aux Français, par exemple. Donc, dans la définition des frontières telles que King et Crane vont les faire, il n'y a pas de place pour les Français. Donc, la Syrie va être la très grande Syrie, qui englobe la Palestine, le Liban, etc., une partie de la Jordanie. Il y aura la Mésopotamie, donc l'Irak, si vous voulez. Il y aura une partie pour les Kurdes, autonomes, indépendants. Il y aura une région indépendante pour les Arméniens. D'accord ? Et ici, ce sera international, ainsi que la zone de Smyrne. Sauf que le rapport King-Crane ne sera publié que 3 ans plus tard. Ici, le journal, 3 ans plus tard, parle des accords King-Crane. D'ici là, plein de choses se seront passées,
Donc ce rapport n'aura servi à strictement rien. En 1920, Faisal, qui est en Syrie, les frontières n'étant toujours pas entérinées par à l'international, Faisal va se faire élire, si je puis dire, roi de Syrie. Et il va faire une constitution, ça va être une monarchie constitutionnelle qui est tout à fait non seulement acceptée, mais je dirais applaudie par les Syriens. 1920, mars 1920. Mais parallèlement à ça, il y a aussi des Palestiniens qui se réunissent, qui font des congrès. Il y a plusieurs congrès palestiniens pour peaufiner leurs idées et pour voir ce qu'eux vont demander. Mais les armées françaises n'attendent pas que les frontières soient définies et ont décidé de prendre la main sur le Liban et la Syrie. La Syrie, où je rappelle, donc, il y avait un roi constitutionnel. Et nous avons l'arrivée du maréchal Gouraud, qui passe en revue ses troupes ici, et qui va... Alors, en Syrie, le Faisal n'a pas encore d'armée véritablement capable de résister à une armée beaucoup plus aguerrie, qui a fait toute la guerre de 14-18, hein, et qui a de nombreux renforts de ses colonies. Donc, la défaite à 60 km de Damas va être sans appel. Cette défaite de Maïsanoun va ouvrir la voie à Gouraud de toute la Syrie, Damas, puis vers le nord, Alep. Et Faisal est chassé de chez lui. On voit donc Faisal arriver en Palestine, ici, accueilli par le gouverneur britannique de Palestine. Vous voyez qu'on lui rend les honneurs, mais le gouverneur britannique va très vite lui dire bah, vous ne pouvez pas rester là. Hein. Donc Faisal va aller un peu en errance, si vous voulez, d'abord en Italie, puis il va rejoindre la Grande-Bretagne en passant par la France, où il n'est pas du tout le bienvenu. Mais il arrivera en Grande-Bretagne quand même pour essayer d'aider sa cause. Et pendant ce temps-là, voici le général Gouraud qui arrive au nord de la Syrie, à Alep. Et nous voici encore avec le général Gouraud qui, au Liban, va accorder de son propre chef le Grand Liban aux Maronites. Donc les frontières ne sont toujours pas définies internationalement, mais Gouraud décrète que oui, le Liban sera augmenté de la plaine de la Bekaa et du sud. Alors, le traité de Sèvres, en 1920, va tirer des frontières sur le projet, enfin sur la Turquie et le Proche-Orient, mais ça va être tellement invivable que ce traité est mort avant même de pouvoir être mis en acte, si vous voulez. De toute façon, les Français et les Britanniques n'avaient plus le moyen monétairement et militairement d'envoyer des troupes qui auraient été capables de protéger, d'imposer ces frontières. Donc, ce traité de Sèvres n'a servi strictement à rien. Et comme vous le voyez, ce qui restait de la Turquie, la partie en jaune, était une peau de chagrin dans lequel le général Mustafa Kemal va réagir. Il y a encore un calife à cette époque-là qui va signer ce traité de Sèvres, absolument honteux pour lui, et Mustafa Kemal va se dresser contre ce diktat des alliés vainqueurs, et il va lancer ses troupes au moins pour reconquérir le plus possible de territoire. Vous voyez, là, ça aurait été à l'Italie, là, aux Grecs, la France, les Arméniens, les Kurdes, etc. Alors
voici Mustafa Kemal, qui n'arrive pas malheureusement à chasser les Britanniques de Mossoul. Il est bien obligé de faire avec. Et pendant ce temps-là, du côté britannique, on se dit, mais les Arabes nous ont aidés au Proche-Orient et finalement, ils n'ont rien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour Abdallah, l'aîné, les fils de Hussein? Qu'est-ce qu'on peut faire pour Faisal? Il faut quand même faire un geste. Donc, il y a une réunion au Caire que Winston Churchill, qui est ici, va surnommer la conférence des 40 voleurs. C'est tout dire. Alors, ici, vous avez Laurence d'Arabie, hein, qui fait partie de cette conférence, et vous avez sa pendante, je dirais, féminine, elle aussi, qui avait été archéologue, mais également un peu espionne à bien des égards, et conseillère de l'armée britannique, qui s'appelle Gertrude Bell. Voici donc, et ils se disent, on va donner telle région à Abdallah, telle autre à Faisal, on va faire en sorte que. Alors, Abdallah va recevoir, on retrouve Laurence d'Arabie, va recevoir un royaume absolument né de rien du tout, qui va s'appeler la Cisjordanie. La Jordanie, si vous voulez. On va le mettre à la botte britannique, de manière à ce que justement cette Jordanie qui fait le contact entre la Palestine et le golfe arabo-persique, pratiquement, lui laisse le passage à ses troupes si besoin est. Alors, je ne sais plus ce que c'est, voilà. Donc, nous arrivons en 1923 avec le traité de Versailles aux frontières qui seront celles qui vont rester jusqu'à nos jours, on va dire. Alors, vous avez ici à gauche les accords Saïx-Picot, et vous voyez ce que ça devient en 1923. Il va y avoir 2 mandats. Ce ne sont pas des colonies, car à partir de 1917, où Wilson entre dans la guerre, pour Wilson, il est absolument inconcevable de coloniser cette région. Les Américains sont opposés à la colonisation. Par contre, les Britanniques et les Français font tant et si bien qu'ils vont obtenir quelque chose qui s'appellera des mandats et qui, dans l'absolu, vont donner aux Français et aux Anglais le droit de rester sur place le temps de mener ces populations locales, on va dire, à la maturité politique. On dit qu'ils ne sont pas capables de se gouverner eux-mêmes, qu'on va les aider. C'est ça le mandat. Donc le mandat, quand même, a une fin théorique qu'on n'a pas définie, hein, ça va dépendre, mais c'est cela. Si vous regardez bien la carte, celle de gauche, la partie française, va nettement au-delà de Mossoul. Mossoul est ici, ça va jusque-là. À la fin, Mossoul est dans la partie britannique. Il y en a qui ont des dents plus longues que les autres, hein, c'est la belle partie, je dirais, pétrolifère. Donc voilà ce qui fait les frontières de 1923, avec une partie qui est normalement internationale, mais qui, en fait, va tomber sous l'escarcelle britannique. Alors, donc vous voyez bien que les Britanniques, non seulement peuvent passer par le canal de Suez et la mer Rouge pour aller jusqu'à leur empire indien, mais également, ils peuvent passer ici pour rejoindre le golfe arabo-persique. Alors, les Français, pour mieux régner, il faut diviser, comme c'est bien connu. Donc, ils vont diviser la partie qui leur est dévolue en plusieurs régions. D'abord, ce Grand Liban, qui va être totalement détaché du reste, et puis la Syrie, qui va avoir son Djebel Druze, l'État de Damas, l'État d'Alep, l'État des Alaouites et le Sandjak d'Alexandrette. Regardez bien cette région-là, car il lui arrivera, je dirais, des malheurs
plus tard. Alors, donc, le Grand Liban, hein. La Palestine, où il y a des foyers juifs, vous voyez, tout ce qui est blanc, c'est déjà des implantations sionistes. La Jordanie, qui ne ressemble à rien, qui a été décimée au milieu des déserts, on a pris une règle et on a tracé, vous voyez, on dirait que c'est un demi-caftan avec une manche comme ça, voilà. Et vous verrez, donc dans les livres qui vous sont présentés, il y en a un qui est intéressant, qui s'appuie sur des archives relativement nouvellement ouvertes, des archives britanniques, et qui explique beaucoup de choses de cette époque-là, donc je vous le recommande chaudement, et qui a été traduit en français par un trait dans le... Non, une ligne, attendez, oui c'est ça, une ligne dans le sable, le titre. Or, une ligne, ça peut être sinueux, ça peut être en spirale, n'importe quoi. Une ligne, c'est une ligne qui n'est pas forcément droite. Si j'avais été la traductrice, j'aurais mis un trait dans le sable, parce que c'est vraiment quelque chose comme ça. Voilà. Donc, sans se soucier, évidemment, des nomades qui allaient dans toute cette région-là auparavant. Maintenant, il y a une frontière. Et puis, l'Irak, voici en fait ce que va donner l'Irak. Avant les frontières anglaises, il y avait trois parties bien distinctes qui faisaient partie de l'Empire ottoman. Ce gouvernorat de Bassora, qui est majoritairement chiite, ce gouvernorat de Bagdad, qui est plus sunnite, et ce gouvernorat de Mossoul, qui est beaucoup kurde, les Kurdes étant sunnites également d'ailleurs, beaucoup kurdes, pas mal chrétiens et pas mal yézidis. Mais c'était trois régions assez différentes qu'avait respecté l'Empire ottoman. L'émirat du Djebel Shammar n'en faisait pas partie. Or, les Britanniques, eux, vont mettre tout dans le même panier. Voilà. Si bien, je dirais qu'aujourd'hui, c'est l'avatar de cette réunion qui dure encore et qui a mis en exergue toutes ces difficultés entre chiites et sunnites. En Irak, il y a à peu près 60% de chiites, ils sont plus nombreux que les sunnites, et ils ont été pendant des dizaines d'années, je dirais, relégués au second plan par les gouvernements sunnites. Ils ont pris leur revanche, je dirais, depuis la guerre d'Irak. C'est les Américains qui les ont mis au pouvoir, et en fait, ils se sont un peu vengés, je dirais. Hein. Voilà. Quant à l'Arabie, en 1923, lorsque Kemal Atatürk va supprimer le califat, donc il n'y a plus d'empire ottoman, déjà, bien sûr, et il n'y a plus de califat. Hein. Le sultan était le calife également. Eh bien, le shérif Hussein à la Mecque va se déclarer calife. Or, ça ne plaît pas du tout aux Britanniques, qui vont le laisser tomber, mais vraiment. Et pendant ce temps-là, celui qui gouvernait cette partie plus orientale de l'Arabie saoudite, et qui n'est pas non plus d'accord avec la prise de titre de calife de celui-là, donc ici c'était Ibn Saoud, il va envoyer ses troupes vers la Mecque. Les Britanniques vont laisser faire, absolument, si bien qu'Ibn Saoud va avoir toute cette partie de l'Arabie pour lui. C'est le début du royaume saoudien, qui est, à ma connaissance, le seul au monde à prendre le nom de la famille régnante. Hein, c'est comme si c'était sa propriété privée. Alors, Ibn Saoud, que les Américains, devant lequel ils vont faire des courbettes, ici nous sommes devant
un navire de guerre américain qui va mouiller au large des côtes d'Arabie et qui reçoivent Ibn Saoud juste après la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'il faut bien sûr le ménager énormément, puisqu'il y a beaucoup de pétrole. Alors, le devenir de la Palestine, nous sommes ici donc en 1946, avec toute cette partie que je vous avais montrée avec les implantations juives. Le partage de l'ONU, c'est celui-ci, c'est-à-dire les parties vertes aux Arabes, les parties blanches pour les sionistes. Mais il va y avoir tout de suite la guerre, les Arabes vont se mettre ensemble pour reprendre des territoires qui leur échappaient, sauf qu'ils vont être vaincus par les sionistes, et en 1948, les frontières vont être celles-là, avec une large zone quand même cisjordanienne. La Jordanie est de l'autre côté du Jourdain et étant indépendant. Donc la Cisjordanie et la bande de Gaza. Voilà. Et aujourd'hui, enfin 2005, il y a encore plus de colonies israéliennes, et vous voyez où nous en sommes aujourd'hui. Quant aux frontières qui existaient jusqu'en 2011 et qui vont d'une certaine manière voler en éclats entre l'Irak et la Syrie, avec l'arrivée sur le sol syrien des armées de Daesh qui viennent d'Irak. On a ici une matérialisation, je dirais, de l'effacement des frontières Saïx-Picot, effacement tout à fait symbolique, que l'on voit faire par des bulldozers de l'armée de Daesh. Et mon dernier cliché, ce sont des manifestations tous les ans à Genève par des Kurdes qui réclament toujours un pays à eux. Le traité de Lausanne n'est pas valable. Voilà. Je vous remercie. Et si parmi vous, il y en a qui me trouvent des lieux de conférence, je suis toujours preneuse, parce que c'est très difficile de se faire entendre, c'est de plus en plus difficile. On va dire que la Syrie ne fait plus rêver ou cauchemarder. On ne veut plus entendre parler de la Syrie, et c'est pourtant très important, parce qu'aujourd'hui, ça n'est pas fini dans la zone nord-ouest, la zone d'Idlib, et la zone des Kurdes, chez les Kurdes, là, au nord-est, et c'est épouvantable ce qui se passe. Demain aura lieu la projection d'un film dont vous avez parlé non. Alors demain, il faut absolument que vous alliez voir, c'est à 11h, le film Pour Sama. Le cinéma Margot. Il y a quelques brochures ici. Vous pouvez remuer ? Merci. Merci beaucoup, Annie. Y aura-t-il des questions dans la salle là? Alors, j'ai pas de micro ambulant, donc si vous pouvez parler fort. Moi, j'aimerais savoir, parce que vous parliez des terminés par les Kurdes, moi j'aimerais savoir quel rôle ils ont eu durant la Première Guerre mondiale, parce que vous en parlez pas. Non, alors, les Kurdes, pendant la Première Guerre mondiale, ils ont malheureusement beaucoup assisté les Turcs dans la lutte, le génocide arménien. Alors, pas tous, hein, parce que c'est comme partout, il y a, même chez les Turcs et comme chez les Kurdes, il y a eu des personnes qui ont essayé de sauver les Arméniens. Ça a existé, il ne faut pas le nier. Mais la plupart d'entre eux ont vraiment participé au génocide. Il y avait une question de, c'était alléchant. Certains Arméniens étaient bien dotés en propriété ternaire, en belles maisons et tout ça. Tous les Arméniens n'étaient pas riches, hein, c'est pareil, il y avait des pauvres. Mais quand même des commerçants, des
des propriétaires terriens qui étaient très riches, et ça faisait envie, bien entendu. Donc, beaucoup de Kurdes se sont mis là-dedans. Hein. Et puis, il y en a qui étaient enrôlés dans l'armée turque, hein, également, en tant qu'Ottomans, faisant partie de l'Empire. Je voudrais signaler d'ailleurs une chose, c'est que dans tout ce Proche-Orient arabe, lorsque la guerre a été finie en 1918, en fait, les Ottomans, mais ça n'a pas été que pour les Arabes, mais pour tous ceux qui faisaient partie de l'armée ottomane, ils n'ont pas été rapatriés. Ils sont revenus par leurs propres moyens, à pied. C'est dingue. Et il n'y a aucun monument aux morts. Il n'y a rien, il n'y a pas eu de pension pour les familles qui ont perdu des... Rien. D'autres questions? Bonjour. Je me demande pourquoi, si c'était volontaire de ne pas. Parce que vous avez montré une carte qui montre l'évolution du territoire palestinien, et en fait, sur la carte, il y a quand même écrit que ça va de Palestine à Israël. Et du coup, je voulais savoir si c'était volontaire de ne pas en avoir du tout parlé. C'est quoi? Si C'était volontaire de ne pas du tout avoir parlé du fait que ça allait changer de. Ah, ben, c'est en 1948 hein, que Israël, la partie d'Israël, hein, la Palestine et Israël, la Cisjordanie et la bande de Gaza continuent à s'appeler la Palestine, et le reste a pris comme nom Israël. Non, je réponds pas à votre question là. Non, mais j'ai pas saisi. C'est quand même imposé par les. Oh non, les Juifs sont très capables d'imposer la vie. Non, Israël, c'est... Non, c'est pas les Américains qui ont imposé ça. Les Britanniques. Pardon? C'est les Britanniques qui ont... Non, mais ils sont capables de choisir leur propre nom. Hein. Israël, c'est quand même un nom biblique. C'est tout. Comme aujourd'hui, par exemple, ils ne disent pas Cisjordanie, ils disent un nom biblique, je ne sais plus quoi. Enfin, toutes les régions, qu'elles soient en Israël ou en Palestine, ils les ont rebaptisées de noms bibliques. Et voilà. La Galilée. Oui, la Galilée, des choses comme ça. Non, c'est pas en Cisjordanie, la Galilée, c'est dans le Nord. Tu parles de Judée-Samarie. Oui, voilà, c'est ça, Judée-Samarie. Voilà. Pour eux, la Cisjordanie, ça n'existe pas. Et la Palestine, ça n'existe pas. Oui, donc moi, ce n'est pas une question, juste une remarque. Vous avez parlé vers la fin, en fait, de la guerre qui a eu lieu suite au plan de partage dans les Nations Unies entre Israéliens, qui va devenir Israël, le mouvement sioniste plutôt et puis les Arabes. En fait, donc, à ma connaissance, il y a eu aussi un accord entre le mouvement sioniste et le roi Abdallah. Ça s'est pas posé après son assassinat, parce qu'en fait, effectivement, donc, la Cisjordanie est restée du côté jordanien, parce que les Israéliens, enfin les sionistes n'ont pas accepté non plus le plan de partage, parce qu'ils restent toujours sur le rêve en fait, du Weizmann. Et quand il y a eu ce partage, donc Ben Gurion, qui était le fondateur, il leur a dit donc, ce n'est qu'un début, on va faire semblant d'accepter, et là où nous serons, là seront nos frontières. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de frontière d'Israël, parce qu'en fait, ils considèrent toujours envelopper la Palestine. Donc en fait, en termes de guerre, la vraie guerre aurait pu avoir lieu entre Jordaniens qui avaient une armée entraînée avec Blou Pacha et qui pourraient faire face en fait à l'armée sioniste. Il n'y a pas eu de guerre en fait sur cet endroit-là. Les autres guerres en fait qui ont eu lieu, c'est en fait entre Égyptiens et Syriens, mais surtout il y avait un mouvement de résistance palestinien. Et en fait, en termes de dire qu'en fait que les Arabes ils ont entamé la guerre et ils vont être vaincus par Israël, en fait ils étaient vaincus d'office parce que de ceux qui pouvaient faire une guerre, c'était en fait l'armée jordanienne et qui n'ont pas fait. Et donc il y avait un accord pour justement faire disparaître en fait la Palestine de la carte entre Golda Meir et le roi Abdallah. Je vous remercie de votre intervention parce que c'est important aussi de le signaler. J'ai une petite question. Que pensez-vous de la façon dont cette partie-là de l'histoire
enseignées dans les collèges ou En fait, sont présentées dans les livres d'histoire? En fait, je ne sais pas comment elle est présentée dans les livres d'histoire. Moi, ma partie, c'est... Bon, je suis historienne de l'art. Vous voyez, c'est quand même autre chose. Hein. Il a fallu que je travaille énormément sur le sujet. Je voulais que ça reste... je voulais que ce soit le plus carré possible. Vous ne pouvez pas savoir ce que j'ai travaillé. Et en particulier, d'ailleurs, je le mets dans le truc, mais il a été publié depuis, Henri Laurence, qui est au Collège de France, donc a fait toute une série de conférences, ça tombait bien, sur ce sujet-là, en quelque sorte. Et heureusement, ces conférences sont mises sur le net. Donc il y a 12 conférences, je crois, 12 conférences d'une heure. Voilà. Et j'ai pris mot à mot, alors vous imaginez les heures que j'ai passées, mot à mot, j'ai pris ce qu'il a dit sur 12 heures de conférence. Et j'ai repris mes notes, et j'ai pris des notes de notes, des notes de notes de notes, jusqu'à avoir une colonne vertébrale. Mais ce n'est pas la seule chose, hein. J'ai beaucoup lu par ailleurs. Donc je ne sais pas comment c'est enseigné dans les lycées, je ne sais pas. Mais ça doit faire très très peu. Il y a des professeurs ici? Mais je ne suis pas professeur d'histoire géo. Mais pour en fait avoir vu quelques livres en fait, pour accompagner mon fils, que je regardais, donc, il ne faut pas s'en douter, en fait, c'est toujours été, comment dire, dans une optique de dire que la colonisation, on a apporté la civilisation à ces gens-là, quand il a aidé à mûrir un petit peu, parce qu'à l'époque, bien sûr, ils ne savaient pas se gouverner eux-mêmes. Mais en fait, c'est toujours dans cette éloge comme ça, c'est rarement signalé en fait le rôle donc, dévastateur de l'occupation et puis on parle même de conquête. Oui. Et donc en fait, on est encore aujourd'hui en 2019 à parler en fait donc, dans une optique vraiment colonialiste au niveau des livres d'histoire, parce que c'est comme ça qu'on forme aussi les esprits formatifs. Tout à fait. Moi, quand j'étais au lycée, il y a pas si longtemps que ça, je me souviens qu'on a une d'histoire sur le conflit du Proche-Orient, comme ça qu'on l'appelle, on fait des cours scientifiques comme ça. En fait, on n'explique pas du tout comment on définit les frontières, et du coup, on va comprendre en fait pourquoi il y a ce conflit-là, parce que du coup, en fait, si on comprend bien, il y a quelques différences, que en fait, les frontières elles ont été imposées, et que du coup, ils essayent de se débrouiller comme ils peuvent en fonction des différentes ethnies qu'ils ont. On voit des gens qui ont pas de notion. Du coup, c'est normal qu'il y ait des conflits parce qu'on n'est pas séparés en fait. Aussi, Et ça explique une partie. À aucun moment dans aucun d'histoire. Ça explique une partie. Alors, à ça, je voulais répondre deux choses. D'abord, vous savez, le Saint-Jacques d'Alexandrette, je vous ai dit, il va lui arriver des écoles, si je puis dire. C'est que juste avant la Deuxième Guerre mondiale, ce Saint-Jacques d'Alexandrette, qui était dans la partie mandataire français, en 1939, va être offerte aux Turcs, carrément, en pensant que les Turcs allaient s'allier pour cette Deuxième Guerre mondiale qui se pointait à l'horizon, allaient s'allier aux Français et aux Britanniques. Les Turcs ont recueilli le Saint-Jacques d'Alexandrette et ils ne se sont pas joints à la guerre. Deuxièmement, ce que je voulais vous dire, c'est que effectivement, ces frontières se sont totalement imposées, mais elles ont, en tout cas pour la Syrie par exemple, elles ont été bien, je dirais, intégrées. Et les Syriens sont assez, je dirais, volontaires pour garder ces frontières. Et il y en a beaucoup qui ne veulent pas que ça se balkanise et que ça se divise. Voilà, c'est devenu avec le temps, on va dire, une nation. Bon. Monsieur, je crois que vous avez... Oui, c'est pour l'anecdote de dire que dans le corps expéditionnaire français du général Giraud, il y avait un jeune officier qui s'appelait Charles de Gaulle. Ah, alors, sur le sol syrien... Non, c'était pas... Oui, dans la Deuxième Guerre mondiale. Hein. On est dans la Deuxième Guerre mondiale et il y a eu sur le sol syrien des affrontements entre l'armée pétainiste et l'armée gaulliste. Pas trop longtemps.
pas trop longtemps, parce que, bon voilà, mais oui, il y a eu des... Oui, c'était pas nouveau, hein, c'était pas la Première Guerre mondiale. Non, De Gaulle est... voilà, c'est de là où il a tiré cet Orient compliqué. Je volais avec des solutions simples. Voilà, c'est ça. Un Orient compliqué, je volais avec Voilà. des solutions simples. Oui. Juste pour l'anecdote aussi, donc les drapeaux, en fait, parce que c'est des pays qu'on a créés de rien, ça ne veut pas dire que les gens n'avaient pas donc une vie à l'époque. C'est que, à ma connaissance aussi, donc les couleurs des drapeaux de ces pays-là, c'était un officier britannique qui avait en fait ses limites à ces trois couleurs, donc le blanc, enfin le blanc, le noir, le rouge. Et c'est lui qui avait dessiné en fait tous les drapeaux pour le Koweït, pour la Syrie, pour la Jordanie. Ah oui. Et en fait, il les faisait dans tous les sens, donc horizontaux, verticaux, il inversait les sens. D'accord. Parce qu'il fallait bien prendre 7 ou 8 drapeaux à partir de 4 couleurs. Et qu'on retrouve en fait sur tous ces pays. D'accord. Alors, le drapeau des opposants à Bachar el-Assad, C'est celui-là. voilà, c'est celui-ci. Ah ben, on voit à quoi tu adhères. En fait, c'est un drapeau qui avait été imaginé peut-être pas par eux, mais enfin qui avait été pris par les nationalistes syriens au temps du mandat français, en 1936, je crois. Et par la suite, entre 58 et 61, il y a eu ce qu'on appelle la République arabe unie, qui a uni politiquement l'Égypte et la Syrie. Et donc ce drapeau a pris seulement 2 étoiles, là il y en a 3, seulement 2 étoiles, et la bande, au lieu qu'elle soit verte, est rouge. Et puis les étoiles sont vertes, etc. Et là, officiellement, la Syrie a encore ce drapeau de la République arabe unie. Et donc c'est pourquoi les opposants ont voulu revenir à la période nationaliste et dire c'est ça mon drapeau. Les étoiles représentaient le refus au mandat français qui voulait diviser la Syrie encore en 5 morceaux, en disant l'État de Damas, l'État d'Alep et l'État d'Alep, je crois. Ils disaient tous sur le même pays. On ne va pas encore diviser. Et là, on se joue actuellement sur une volonté différente des États qui se joue à travers des mercenaires pour semer la haine entre les différentes composantes de la Syrie pour peut-être diviser plus tard la Syrie encore en combien de morceaux, on ne sait pas. Mais on voit qu'il y a des jeux stratégiques qui se jouent à travers, qui sont les intervenants, les Russes, les Américains, les Turcs, les Iraniens, les Israéliens, l'Arabie Saoudite aussi, les joueurs. Il y a beaucoup de joueurs, et le ballon, c'est le peuple. Et la coalition internationale qui fait 22 pays à peu près. Enfin, beaucoup des Américains. Et la population, c'est le ballon du jeu. C'est pour ça que nous, on intervient auprès de ce ballon pour essayer que ça ne soit pas frappé avec tous les pieds. Donc, on nous soutient. Voilà, je vous remercie tous et surtout Yannick pour son intervention. Juste 2 minutes de patience encore, je vous explique le stand que vous avez là. Donc les bouquins, les livres sont mis à disposition avec une association avec la librairie Le Fayeur. Donc n'hésitez pas si vous voulez aller plus loin dans les connaissances. Vous avez ensuite un stand avec des produits de Syrie et puis des dessins dont je vous ai parlé aussi qui sont faits par des enfants syriens réfugiés dans la banlieue de Beyrouth avec qui on travaille, enfin, qu'on essaie d'aider. Voilà, et sinon il y a également des affiches que vous pouvez, des posters sur la Syrie que vous pouvez acheter. Évidemment, si vous voulez. Ils sont là. Si vous voulez des informations sur l'activité de l'association Tous pour la Syrie, laissez-nous votre mail et puis on vous enverra les lettres d'information. C'est ici la fiche pour nous laisser vos contacts. Voilà. Sinon, si vous voulez participer au déjeuner, il y a Annie qui est là qui saura vous expliquer comment ça va se dérouler. Est-ce que j'ai oublié Des flyers de l'association ou des bulletins d'adhésion. Des cartes. Donc il doit être midi 15 à peu près, donc prenez le temps de venir discuter avec nous si vous le souhaitez.